Eh bien, nous approchons de la Haskara, du jour anniversaire de la disparition du rabbi de Lubavitch, le Gimel Betammuz, qui est une journée marquante pour la Chassidut Rabbah et on peut dire pour l'ensemble du monde juif. Il y a 25 ans, le rabbi de Lubavitch nous quittait. Et bien entendu, le souvenir reste très vivace, le souvenir de son action reste très vivace et nous allons en parler ce matin avec Shlomo Brodovitch. Shlomo, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être venu ce matin dans notre studio. Merci à vous. Vous êtes bien entendu l'auteur d'une immense biographie en français du rabbi de Lubavitch, L'âme d'Israël, qui parut il y a une vingtaine d'années. Et vous êtes donc bien placé pour nous parler de cette figure exceptionnelle que l'on n'a pas oubliée. Et je voudrais que nous revenions un peu sur certains aspects de la personnalité du rabbi de Lubavitch, en particulier ce qui a fait, à votre avis, le succès incroyable de cet homme incroyable. C'est-à-dire, qu'est-ce qui l'a rendu aussi connu, aussi populaire et aussi, à la fois, aussi grand qu'il l'a été pendant de son vivant dans l'ensemble du monde juif? D'abord, ceux qui ont côtoyé le rabbi, ceux qui ont la chance, comme moi, de pouvoir côtoyer le rabbi de nombreuses fois, ont vu que c'était un personnage dont il émanait d'abord une immense bonté. Ça, c'est peut-être la caractéristique qui a fait qu'il a su rassembler autour de lui un très large horizon de personnes, sur un large spectre de sensibilité et d'origine, ce qui veut dire que même si tous ceux qui l'admiraient n'étaient pas forcément les adeptes du mouvement Lubavitch, n'y étaient pas engagés, mais sa personnalité, son ouverture d'esprit, et surtout peut-être la bonté qui émanait de lui a valu les sympathies d'un large, comme j'ai dit, un large horizon de sensibilité de la planète, en particulier à un moment clé de notre histoire, puisque il a succédé à son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, au lendemain de la Shoah. Au lendemain de la Shoah, exactement. Et le peuple juif avait besoin d'être rassemblé, que le peuple juif était alors plus dispersé que jamais, puisque les rescapés de la Shoah étaient disséminés à travers la planète, et le judaïsme avait été profondément atteint, non seulement physiquement, parce qu'un tiers de ses membres, malheureusement, ont été exterminés, mais aussi de nombreuses élites rabbiniques, de nombreuses grandes personnalités de la tradition juive n'étaient plus de ce monde. Et il fallait que raviver la flamme. Oui, raviver la flamme, et surtout que la personnalité du rabbi, son credo, si j'ose dire, c'était que aucun juif n'est foncièrement éloigné de la Torah. Oui. Il a écrit dans une lettre à un ministre israélien à l'époque qui s'appelait Gad Yacobi, oui. Je ne sais pas. Gad Yacobi lui a dit: je suis un juif friloni, laïque. Ouais. Et il lui disait: chez moi il n'existe pas un tel concept de juif laïque. Pour le rabbi, tous les juifs sont proches de la Torah, mais il faut juste, comme il l'a dit à un rabbin au moment de la distribution du Har, on n'amène pas à la Torah des gens éloignés, on les rapproche un peu plus qu'ils ne sont. Voilà. C'est ce qui lui a valu, entre autres. Et puis, son immense connaissance de la Torah. C'est ça, parce que on va avoir du mal à parler du rabbi en 20 minutes, mais il le faut. Il y a à la fois cette ouverture au monde, c'est-à-dire le fait que ses parents ou même son beau-père l'ont envoyé découvrir le monde à Paris, à Berlin, à la Sorbonne, et donc ça lui a permis même de découvrir, c'était avant la guerre, mais ça lui a permis de découvrir ce judaïsme qui n'était pas obligatoirement aussi pratiquant, qui s'était déjà éloigné de la Torah, et d'apporter un remède. Et il y avait d'un côté ce Oufaratsta, qui était incontestablement, on va dire, l'étendard que le rabbi a brandi grâce au shlichim qu'il a développé. Et il y a également son immense connaissance, parce que c'est peut-être pas suffisamment présent à l'idée,
parce que le rabbi a tellement fait de choses et qu'il a tellement fait passer des messages, on va dire, populaires, comme mettre les tefilines, les tanks mitzvot, etc. Tout cela, que l'on oublie sa grandeur en Torah. Oui, il avait une immense connaissance de la Torah que des grands maîtres de notre époque, auxquels des grands maîtres de notre époque, comme le Rav Mordechai Eliaou, dont c'est la Haskara, c'était la Haskara, oui. Oui, auquel ils ont rendu hommage. Et il recevait, c'est le grand paradoxe, ou peut-être pas vraiment un paradoxe connaissant le rabbi, il recevait dans son bureau en entretien des grands maîtres de la Torah de notre époque, comme des Admourim, de Belz, de Gour. Il recevait des personnalités politiques, il recevait des juifs que je qualifierais pas d'ordinaire, parce que le rabbi me ferait les gros yeux, parce que pour lui ça n'existait pas. Il recevait toutes sortes de personnes, Elie Wiesel, des écrivains, des acteurs, des sénateurs, et son souci était son credo, comme je l'ai dit, était que au sein même du peuple juif, il n'existe pas de différence entre un juif pieux, un juif religieux et un juif non religieux. Je vais même enfoncer le clou, puisqu'il a un jour demandé à un sénateur dans son bureau de faire en sorte que le budget qui a été voté pour la rénovation de Chinatown soit vraiment utilisé, en disant il avait cette dimension... Ah oui, et sans compter, comme vous l'avez dit, Daniel, que sa connaissance de Torah était gigantesque. On publie en ce moment la collection in extenso de ses interventions. Enfin, dans ma bibliothèque, il y a déjà 63 volumes, et il manque encore une vingtaine de volumes qui couvrent les années 70-80. Alors, et plus une correspondance qui tient, enfin, officiellement sur 29 volumes, mais qui est beaucoup plus importante. Voilà. Alors, je voudrais, vous qui avez été témoin, parce que c'est souvent à ceux qui n'ont pas eu le privilège de rencontrer le rabbi ou de le voir justement les yeux dans les yeux, tout le monde dit les yeux du rabbi avaient une expression particulière. C'est vrai? Il avait un regard fort. Il avait un regard très fort. Je voudrais pas faire dans le spectaculaire et dans l'ésotérisme de bazar. Il avait un regard très pénétrant. Tout le monde l'a dit. Dans un journal qui était Yediot Aharonot, j'avais lu au moment de sa disparition le témoignage d'un Israélien qui disait que il était un enfant qui était rescapé d'Auschwitz, et il avait fait 2 guerres en Israël, et il affirmait que rien ne lui fait peur. Et il disait que quand il est rentré dans le bureau du rabbi, le regard du rabbi, il a failli le faire chancer. Mais je ne veux pas focaliser trop sur ce genre de phénomène, parce que bon, c'est un homme qui a un regard pénétrant, des yeux pénétrants, mais c'est pas ce qui fait vraiment la grandeur du rabbi. Mais il avait un visage pénétrant. Alors, on va revenir sur ce qui est probablement le Mif'al Chaim du Rabbi de Lubavitch, l'œuvre la plus monumentale du Rabbi de Lubavitch, c'est Shluchim. C'est-à-dire ce qu'il a commencé à envoyer depuis quasiment tout de suite. La première année de sa nomination, il a envoyé le Rav Matuzov au Maroc, le Rav Pinson en Tunisie. Alors ça d'abord, c'est en soi intéressant. Pourquoi a-t-il choisi justement les pays d'Afrique du Nord, alors que bon, il était aux États-Unis, Ashkenaz. Pourquoi a-t-il choisi le judaïsme mais parce que pour le rabbi, le judaïsme séfarade, enfin les juifs séfarades. Alors qu'on était donc au début des années 50. Il y avait peut-être en Europe occidentale beaucoup plus de besoins. C'est vrai, mais il savait qu'il fallait en quelque sorte semer des graines au Maroc, parce qu'il pressentait peut-être que par la suite les juifs d'Afrique du Nord seraient obligés de quitter, et pas de gaieté de cœur les pays qu'ils habitaient, et donc il a semé des graines, il a placé des gens pour éduquer les personnes là-bas. Il manquait beaucoup de cadres. L'ancien rabbin séfarade d'Israël, le Rav Amar, était son élève. Oui. Et donc, mais ce qui est très intéressant, c'est que
depuis tout à l'heure, vous parliez de la disparition du rabbi, mais c'est difficile à prononcer disparition, puisque depuis qu'il a été soustrait à nos yeux, le nombre de ces Alors justement, c'est ça, c'était ma question suivante. A triplé. C'est ça, et c'est ma question suivante, parce que on s'attendait, et beaucoup s'attendaient ou redoutaient, qu'après la disparition du rabbi, eh bien, la chassidoute périclite, et que d'année en année, eh bien, on entend moins parler de Chabad, son impact dans le monde juif, eh bien, soit réduit. Et finalement, ce que l'on constate 25 ans après, c'est exactement le contraire. Le nombre des shluchim n'a fait que se multiplier, je crois que au moins par 2 ou par 3. L'encyclopédie Wikipédia, les chiffres à 6500. Moi, je serais plus modeste, je pense. On va dire 4500. Non, 5500 environ. Ouais. Mais c'est pratiquement le triple que de 1994. Et puis, il se trouve sous des latitudes complètement improbables. Vladivostok, la Nouvelle-Calédonie, le Grand Nord, enfin, Kinshasa, l'Ouganda. Alors, comment on explique ça, là ? Est-ce que, et c'est une question, moi, qui, à chaque fois que l'on se retrouve dans des bêtes rabat, à travers le monde, là où bien entendu, où tout le monde reste raccroché d'une certaine manière à notre judaïté, à notre judaïsme, lorsqu'on est loin de tout, et qu'est-ce qui fait que ces shlichim parviennent à implanter le message du rabbi, le message de la Torah, le message du judaïsme partout à travers le monde, et qu'ils sont d'une certaine manière ceux qui rapprochent du judaïsme, ceux qui ici en Israël n'arrivent pas à se rapprocher du judaïsme. Bien sûr, je vais faire une référence à la paracha qu'on a lue la semaine dernière de Shlach, où Moïse a envoyé des explorateurs en Israël qui sont venus en disant c'est un très très beau pays, seulement on peut pas le conquérir. C'est une terre qui dévore ses habitants. Et ils ont failli à leur mission, alors qu'ils auraient dû dire si Moshe nous envoie là-bas, c'est pas pour qu'on lui ramène des nouvelles alarmantes, mais c'est c'est pour qu'on se pénètre de l'idée qu'Israël peut être à nous. Et le rabbi, lui, ses émissaires, quand il les a envoyés dans des endroits complètement improbables, ne se sont jamais demandé si dans ces communautés désertiques où le judaïsme est complètement presque réduit à néant, on pouvait faire quelque chose. Ils sont partis animés de l'idée qu'un juif, quel qu'il soit, qui se déclare croyant ou pas croyant, est forcément un juif croyant et un juif pour qui il faut trouver les bons mots pour toucher son cœur et que c'est une terre qu'on peut conquérir, effectivement. Et c'est pour ça qu'ils ont eu tant de succès. Et puis, le rabbi a laissé un matériau éducatif, enfin, des interventions, des sichot, de la correspondance, qui dope la ferveur de ces shorim, dont certains ne l'ont jamais vu. J'en ai connu, c'est ça, les plus jeunes ne l'ont pas connu. Est-ce qu'on peut dire que il y a un DNA de Chabad qui fait que le rabbi a, d'une certaine manière, qui lui-même n'avait pas d'enfants, a fait de ses shluchim ses enfants, et il leur a inséminé une sorte on va dire, de chesed, une marque de fabrique de chesed, d'ouverture, de sympathie qui est ouverte. Vous savez, on a constaté que le rabbi, lorsqu'il parlait de son père ou de son beau-père, auquel on voyait qu'il était extrêmement attaché à son beau-père, et de son père qui est mort malheureusement en déportation au Kazakhstan, il ne disait jamais Zichrono Livracha, ni Zecher Tzadik Livracha. Pourquoi ? Jamais. Pour une raison très simple. Parce que Zichrono Livracha, ça signifie que son souvenir soit une bénédiction. Le rabbi il voulait que ça soit lui-même ne s'est jamais souvenu il vivait avec eux. Moi, mon regretté père, Zichron Livracha, je dis Zichron Livracha parce que je l'ai perdu il y a plus de 50 ans et malheureusement je ne vis pas tous les jours avec lui, mais le rabbi a montré l'exemple qu'il n'y avait pas de Zichrono, il ne se soucie pas. Le Rav Mordechai Eliaou a dit un jour dans une conférence aux enfants de l'école Sinaï, j'ai constaté que quand je parlais avec le rabbi de sujets de Torah, il a dit, moi par exemple j'ai une très bonne mémoire, et lorsqu'on me questionne, je fais appel à ma mémoire et j'ai une très très bonne mémoire. Et il dit, le rabbi n'a pas de mémoire. On a l'impression que quand on
parle d'un sujet, il était en train de l'étudier avant qu'on entre. Donc les chassidim Chabad vivent avec le rabbi. Ils ont la mission qui leur a impulsé en quelque sorte constamment à l'esprit. Donc c'est une chose c'est peut-être un ADN, effectivement, vous avez trouvé le mot. Alors, la question reste posée. C'est vrai que les shluchim se sont développés, on l'a dit. Comment on peut envisager aujourd'hui l'avenir du mouvement Chabad ? C'est-à-dire parce que, de manière presque paradoxale, les deux chassidoutes aujourd'hui qui sont les plus développées, ce sont celles qui n'ont pas de rabbi aujourd'hui. C'est la chassidoute de Lubavitch et la chassidoute de Breslav, en faisant la différence entre les deux. Comment envisager l'avenir ? L'avenir, je veux dire une affreuse banalité, les chassidim l'écrivent tous les jours. Oui. Le rabbi a promis, encore que ses paroles restent un peu sibyllines, que le Mashiach allait venir, oui, et qu'il fallait préparer le monde à l'accueillir. Du reste, ça a été l'objet de son premier Mahamar, c'est-à-dire son premier discours au moment où il a pris ses fonctions. Et que nous sommes ici pour accueillir le Mashiach, et donc il faudra assez essaimer sur terre. C'était même le fameux argument du grand rabbin de l'époque du XVIIe siècle, Menachem ben Israël, devant le Parlement de Cromwell, en disant que si on ne laisse pas rentrer les Juifs en Angleterre, il manquera quelque chose pour la venue du Messie. Les Juifs doivent essaimer partout. C'est-à-dire diffuser des valeurs de tradition partout, des valeurs de la tradition dans tous les cœurs, et on espère que un jour Dieu finira par... le rabbi disait, en citant son beau-père, tout est prêt pour accueillir le Mashiach. C'est à nous de... Les boutons sont astiqués pour la revue, disait-il. Mais bon, nous l'attendons toujours. Mais le fait est que 25 ans après, l'activité s'est pas relâchée, elle redouble de vigueur. On a développé, vous savez, des vidéos du rabbi sont distribuées chaque semaine, enfin par abonnement. On a un matériau depuis que le rabbi a été soustrait à nos yeux. On a découvert des écrits de lui qu'on ne connaissait pas, comme ces carnets en quelque sorte ces carnets de route qu'on appelait les Reshimot, qui sont des paroles de Torah d'une immense profondeur que seul le rabbi pouvait écrire. Donc on découvre tous les jours des trésors de son patrimoine. Une dernière question, oui. Shlomo, et elle se rapporte à l'endroit où nous vivons, l'État d'Israël, oui, la terre d'Israël, oui, que le rabbi n'a pas connu. Le rabbi n'a pas connu. Quelque part, ça fait un petit pincement de cœur que le rabbi n'ait pas eu, on va dire, le zrout, le privilège, appelons ça comme on veut, oui, de venir, de couvrir, de poser ses pieds sur la terre d'Israël. C'est une question qui est souvent posée. Paradoxalement, le fait est que toutes les personnalités israéliennes, députés, ministres, sont venus le voir. Sont venus le voir. C'est un peu et comme ne lui ont jamais posé cette question. Jamais. Le fait est que il faut comprendre que dans l'esprit de la Torah, arriver en Israël, c'est un aboutissement. Ouais. Le rabbi considérait qu'il y a une halakha, une loi. Celui qui vient, il ne peut pas repartir. Celui qui vient ne peut plus remettre les pieds ailleurs. Tout comme à l'époque du Temple, le Kohen Gadol le grand prêtre ne pouvait pas sortir de Jérusalem, ouais, tout le temps où il servait. Le rabbi considérait que arriver en Israël, pour lui, ce serait son aboutissement. Ce serait son aboutissement. Et il ne pouvait pas envisager d'aboutir et de faire aboutir sa vocation de juif en laissant un peuple juif derrière lui. Il y a aussi des considérations d'ordre beaucoup plus prosaïques. Si le rabbi avait été en Israël, il aurait été beaucoup moins libre de ses mouvements. Il y aurait eu des enjeux politico-religieux qui l'auraient probablement empêché de développer son activité à travers le monde. Mais encore une fois, le rabbi ne pouvait pas... Le rabbi a dit un jour au représentant de l'ONU en Israël, Menachem Schneerson se demande pourquoi le rabbi de Lubavitch n'est pas en Israël. Ah oui, il a dit ça. Il aurait bien voulu, mais en même temps, on voit que son souci pour Eretz Israël était constant. Bien sûr. Il était loin d'être indifférent. Le précédent rabbi de Lubavitch a demandé au lendemain de
l'établissement de la création d'État d'Israël, d'établir un village, Kfar Chabad, qui dans le temps était un petit village et qui maintenant est une station de train. Oui. Voilà. Donc, on reste un peu, mais malgré tout. On attend. Eh bien, on a bien compris le message d'une certaine manière. Merci beaucoup, Shlomo Brodovitch, de nous avoir rappelé non pas le souvenir, il ne faut pas dire, justement, la présence du Rabbi de Lubavitch encore parmi nous 25 ans après sa disparition. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et à bientôt. Merci à vous. Shalom. Shalom.